Bonjour, je m'appelle Loris Moya. J'ai fait les conférences de maladies infectieuses pour les D3 et pour les D4. Et va maintenant voir ensemble un dossier de conférences indifférenciées. Donc l'histoire est celle d'un homme d'âge moyen, 51 ans, qui est charpentier dans le Limousin et qui consulte pour des douleurs lombaires qui s'aggravent de manière subaiguë ou progressive en environ 3 semaines. Donc on note dans ses antécédents une ACFA traitée par AVK. Les AVK, tac, apparaissent sur notre brouillon avec 2 ou 3 réflexes associés, notamment bilan d'hémostase et discuter à l'arrêt pour tout geste invasif. Un tabagisme non sevré, on arrêtera le tabac, quantifié à 40 paquets années. À l'interrogatoire, le patient décrit des douleurs du rachis lombaire, donc douleurs du rachis lombaire, qui étaient initialement en fin de journée et qui depuis une semaine entraînent des réveils nocturnes. Ah, réveil nocturne, douleur d'allure peut-être inflammatoire. Il fait également mention d'une altération de l'état général, AEG, avec asthénie et perte de poids de 5 kg depuis le mois dernier. À l'examen, on retrouve de la fièvre, qui n'est pas extrêmement importante, mais qui est présente, et puis des paramètres vitaux conservés, une pression artérielle à 130-70 mm de mercure, une fréquence cardiaque à 70 par minute, une saturation en oxygène correcte. Le rachis est raide, on a donc une raideur rachidienne, et vous notez une douleur esquisse à la palpation de L5. Bon, il y a un problème dans le rachis lombaire bas. À l'examen cutané, tiens, ça c'est intéressant, vous remarquez de nombreuses plaies cutanées. Ah, plaies cutanées, hop, ça te va sur le brouillon. Des mains en rapport avec son activité professionnelle. Donc il a plein de plaies partout. Les examens cardio-pulmonaires et abdominaux sont sans particularité. On est donc face à un patient qui a plein de plaies cutanées, qui est fébrile, avec des douleurs rachidiennes d'allure inflammatoire, une raideur rachidienne et une notion d'altération de l'état général de type amaigrissement, asthénie. Question 1. Il manque un pan essentiel de votre examen clinique, lequel et pourquoi? Il manque, et c'est très important, l'examen neurologique chez ce patient. Ce patient se présente avec des douleurs rachidiennes et plus particulièrement des douleurs lombaires, une raideur lombaire, et tout ceci d'allure inflammatoire avec une altération de l'état général. On suspecte une lésion du rachis lombaire, qu'elle soit infectieuse ou tumorale, on en reparlera plus tard, mais il faut absolument éliminer une complication neurologique et, vu la localisation, un syndrome de la queue de cheval. Surtout pas une compression médulaire, on est trop bas. J'espère que personne n'a marqué qu'il fallait éliminer une compression médulaire. Donc, syndrome de la queue de cheval, déficit des membres inférieurs et abolition des réflexes ostéotendineux, une hypoesthésie des membres inférieurs et du périnée, on fait un examen de la sensibilité, des troubles sphinctériens dont il peut nous parler si on lui pose la question, une incontinence urinaire ou fécale, et surtout le toucher rectal. Alors j'espère que la question n'a pas porté, que vous n'êtes pas trompé, que vous n'avez pas mis toucher rectal comme réponse. C'était pas forcément faux de mettre un toucher rectal ici. L'examen neurologique était une réponse plus complète, mais le toucher rectal en est un élément important ici à la recherche d'une hypotonie anale. Pourquoi on recherche un syndrome de la queue de cheval? Car c'est une urgence thérapeutique. Il y aura une indication, si elle est présente, à une laminectomie de décompression en urgence. Question 2. Devant ce tableau, discutez les deux hypothèses diagnostiques à évoquer en priorité. Devant un tableau qui est un tableau de lombalgie inflammatoire, avec raideur rachidienne et un contexte d'altération de l'état général, il faut évoquer les deux diagnostics suivants, la spondylodicite infectieuse et une lésion tumorale osseuse, qu'elle soit primitive ou secondaire, peu importe, du rachis. Donc c'est un cancer ou c'est une infection. Qu'est-ce qu'on a en faveur? On a en faveur de la spondylodicite, pour ce qui est d'une spondylodicite apiogène, une potentielle porte d'entrée, les lésions cutanées. Et on a quand même la présence d'une fièvre qui est peu élevée,
pour une infection apiogène, mais qui serait par exemple compatible avec une spondylodiscite ABK. Par ailleurs, l'altération de l'état général importante est compatible avec une infection ABK. Pour ce qui est de la lésion tumorale, il faut absolument penser au tabagisme actif important comme argument. Je vous rappelle que les principales causes de méta osseuse, le moyen mnémotechnique c'est PPRST. Donc poumon, prostate, rein, sein, ça ne le concerne pas ici, et thyroïde. Et le poumon en premier pourvoyeur, avec le tabagisme ici, c'est une étiologie plausible. Question 3. Quel est votre bilan paraclinique de première intention? Bilan paraclinique de première intention devant des lombalgies inflammatoires. On fait quoi? On recherche un syndrome inflammatoire biologique, hémogramme, VS, CRP, électrophorèse des protéines sériques. On fait un bilan bactériologique à la recherche d'un germe. Donc on fait la recherche de pyogènes par des hémocultures, anaérobies répétées au pic fébrile. La recherche du bacille de Koch, spondylodiscite, bacille de Koch. D'ailleurs aux ECN c'est très souvent bacille de Koch. DBK crachat, un IDR. Un ECBU, ça peut toujours rapporter en maladie infectieuse. On fait un bilan du terrain, c'est un patient sous AVK, on l'avait marqué sur notre brouillon. Il faut faire une hémostase pour évaluer l'équilibre des AVK. Et une imagerie au moins commencer par une radio de thorax pour ce qui est de la recherche d'arguments pour le cancer du poumon et pour une tuberculose. Les radiographies standards du rachis lombaire face et profil qui peuvent être normales en cas de spondylodiscite infectieuse, qui peuvent aussi éventuellement être normales en cas de lésion tumorale, mais qui seront le plus souvent quand même révélatrices de signes d'ostéolyse, surtout en cas de lésion tumorale. Et puis l'examen de référence, le plus important si on en demande un seul, l'IRM du rachis lombaire en séquence T1, T2 et T1 avec injection de gadolinium. Bon, ça, on était obligé d'y penser, on l'avait ensuite. Mais ça reste l'élément de base à faire devant une lombalgie inflammatoire. De toute manière, ce serait le plus pertinent pour un cancer et le plus pertinent pour une spondylodiscite infectieuse. Justement, on va en récupérer les résultats, on va l'interpréter, et peut-être va-t-il nous permettre d'avancer dans notre étiologie. Donc, on a un IRM, on voit bien que c'est un IRM avec 3 figures. Ici, c'est du T1 avec le liquide en noir. On voit qu'il se passe quelque chose là. On voit qu'il se passe quelque chose là. On voit pas très bien en T1 ce qui se passe, donc on peut déjà situer la lésion. Je vous rappelle, ici, c'est la vertèbre qui n'a pas la même forme que les autres, c'est S1. Donc là, c'est L5. Et là, c'est L4. On est en L4, L5. Il y a un truc entre les deux. Et puis, les deux corps vertébraux ont l'air altérés. Derrière, ça n'a pas l'air normal. On verra mieux après. La figure 2, là, c'est du T2. On a un LCR qui est bien blanc. Ça ne va pas très bien passer au truc. Et là, on voit mieux les lésions. On voit une anomalie de signal des deux corps vertébraux. L4 et L5, qui sont hyper intenses T2, avec surtout une anomalie de signal du disque, qui est hyper intense T2. On imagine déjà des érosions et un aspect irrégulier des corps vertébraux. On voit un épaississement en hypersignal des parties molles paravertébrales. Et là, ce sera la séquence la plus pertinente. Donc c'est du T1 gado, on est retourné en T1, le liquide est à nouveau blanc, mais cette fois-ci on voit que c'est rehaussé. Et là on constate très bien les lésions des deux corps vertébraux avec l'anomalie de signal du disque, qui est lui aussi rehaussé, là des lésions érosives, et on peut voir la présence de l'épidurite au niveau du canal lombaire. Il y a une prise de contraste, on voit encore la prise de contraste. Hop là, excusez-moi, attendez, on va refaire ça. On voit aussi la prise de contraste, au niveau des parties molles, l'épidurite et les anomalies de signal. Donc,
on va interpréter. D'abord, on présente l'examen. Il s'agit d'un IRM du rachis lombaire avec des coupes sagittales. D'accord ? Les séquences, la figure 1 c'est du T1, la figure 2 c'est du T2, la figure 3 c'est du T1 plus gadolinium. C'est rarement coté aux STN, mais je pense qu'il faut connaître à minima ces 3 séquences-là pour l'IRM et la séquence flair éventuellement et diffusion surtout pour ce qui est des IRM cérébraux. Ensuite, on l'interprète. Donc, on a localisé, c'est au niveau de l'espace L4, L5. On voit quoi? On voit un pincement discal, je ne vais pas penser à vous le dire quand on était sur l'image, avec un hypersignal T2 intradiscal. Les disques, pardon, les corps vertébraux L4 inférieur et L5 supérieur, ça on l'a bien vu, ils sont érodés en miroir, c'est la formule, avec un hyposignal T1, un hypersignal T2, et ils prennent le gadolinium. Par ailleurs, il y a un épaississement des parties molles paravertébrales, et on a vu l'épidiorite. On n'a pas pensé à le dire, mais il faut préciser qu'il n'y a pas d'argument en faveur d'un abcès. Ces renseignements sont importants parce que notamment l'atteinte discale, le fait qu'il y ait une atteinte du disque qui n'a pas lieu d'être en cas de lésion tumorale, c'est très fortement en faveur du diagnostic de spondylodicite infectieuse L4, L5. Ici, on pense que le diagnostic le plus favorable, c'est une spondylodicite infectieuse dont on ne connaît pas encore le germe, L4, L5. Quel examen on va demander pour obtenir la certitude diagnostique? Détailler les modalités. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait beaucoup de dossiers de spondylodicite infectieuse, mais finalement, les dossiers ont souvent la même structure, comme c'est le cas ici, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a éventuellement une sciatique qui n'a pas là, mais une histoire de lombalgie inflammatoire, douloureuse, une AEG, des signes de spondylodicite. Vous évoquez le diagnostic, vous faites le premier bilan, donc le diagnostic, le premier bilan. Ensuite, tôt ou tard, vous allez vous retrouver à interpréter une IRM. C'est assez inévitable dans ces dossiers de spondylodicite. Et ensuite, en général, vous avez un bilan négatif et on vous demande l'examen de référence et les modalités. Pour l'instant, on suit assez bien le protocole, pour ainsi dire, de dossier d'une spondylodicite, et c'est très bien que ce soit stéréotypé comme ça, ça permet de vachement bien connaître l'item. Et donc, l'examen de référence, qui va nous permettre d'obtenir la certitude diagnostique, c'est une ponction de biopsie disco-vertébrale. Les modalités de réalisation d'un tel examen, cela se fait sous contrôle scanographique, on précise à quel étage ça se fait, on ne va pas biopsier le disque L2, L3, ça sert à rien. On biopsie le disque L4, L5. C'est vraiment con, mais c'est des points comme ça qu'on a du mal à prendre si on n'arrive pas à tout détailler. Et là, surtout très important, on a marqué sur notre brouillon que c'était un patient qui avait des AVK. On sait que tout geste invasif doit bénéficier d'un bilan d'hémostase. Et à la recherche de contre-indications, là, c'est même pas la peine de faire le bilan d'hémostase. Il faut arrêter les AVK. C'est un 0 la question. Après, ça se fait sous asepsie. Il a déjà une spondylodicite. On ne va pas le contaminer encore. Et on le fait avant l'antibiothérapie. C'est assez évident. Les prélèvements, il faut dire ce qu'on en fait. On les adresse en anapathe. En anapathe, on recherche quoi? Des arguments pour BK. Un granulome épithélioïde gigantocellulaire avec nécrose caséeuse. Et éventuellement des arguments, c'est pas encore complètement exclu, pour une néoplasie des cellules tumorales. On l'envoie en bactériaux à la recherche de pyogènes et en mycobactériaux à la recherche de BK. Et c'est un point essentiel. C'est compliqué de le côté là parce que je vous demande quel examen au singulier. Vous devez donc mettre qu'un seul examen au risque de n'avoir aucun point. Néanmoins, c'est pour votre culture. Et c'est à mettre, à mon avis, sur une copie de scène. À chaque fois qu'on fait une ponction biopsie vertébrale, il faut réaliser des hémocultures systématiquement dans les heures qui suivent. Leur sensibilité est fortement augmentée. Question 6. Finalement, le service de bactériologie nous appelle et nous donne les résultats de culture de notre patient. C'est du Staph aureus méties. Donc on sait que c'est plus du BK, on sait que c'est pas de la néoplasie, on est passé dans un autre type de dossier. Le dossier spondylodicite à Staph sensible. Quelle est votre prise en charge thérapeutique? On ne nous demande pas de diagnostic. Si on nous avait demandé du diagnostic, il aurait fallu chercher la porte d'entrée. On a déjà une orientation avec les lésions cutanées, mais il faut se demander s'il n'y a pas eu une bactériémie et une greffe
sur une valve, c'est un grand classique. Devant une endocardite à staph et à streptocoque, pensez à faire une échographie cardiaque à la recherche d'une endocardite qui aura ensuite embolisé vers le disque. Bref, là, une prise en charge thérapeutique, on hospitalise le patient. Il y a plusieurs grands axes de la prise en charge thérapeutique d'une spondylodicite. Le premier grand axe, c'est l'immobilisation. C'est très important. Il n'a plus le droit d'être mobilisé au début, donc on lui fait une immobilisation rachidienne par un corset bivalvé et il va respecter un décubitus strict pendant 1 à 3 semaines. Ensuite, le traitement curatif, c'est une antibiothérapie qui est active sur le staph aureus meties. On nous a donné le nom de la bête, il faut dire que c'est lui qu'on attaque. On la met à bonne diffusion osseuse. C'est un des cas de figure où c'est assez important de préciser qu'on utilise un antibiotique à bonne diffusion osseuse. Donc, parmi les antibiotiques à bonne diffusion osseuse, on peut utiliser en première intention IV de la pénième et de la Genta pendant 14 jours ou jusqu'à négativation de la CRP, ça dépend des équipes. Puis faire un relais per-os par de la fluoroquinolone et de la rifampicine pour une durée prolongée de 3 mois. Ça, c'est important. Les infections articulaires et ostéo-articulaires bénéficient tout le temps d'antibiothérapie prolongée. Enfin, autre grands axes de prise en charge, c'est la recherche et le traitement de la porte d'entrée. Donc, pour ce qui est de la recherche, on a le droit ici à l'ETT, on vient d'en parler. C'est pas coté parce qu'on est dans une prise en charge thérapeutique, mais ça peut être intelligent de le faire. Il faut désinfecter les plaies et c'est à ce moment-là qu'on y repense. On avait vu qu'il y avait une plaie. Plaie, ça te vatte, c'est mécanique, ça apparaît, c'est le dossier. Il a mal, on lui donne des antalgiques de palier OMS adaptés et il va être immobilisé longtemps. Il doit bénéficier d'une prévention des complications de décubitus. C'est un point essentiel. Il va passer 3 semaines de décubitus strict peut-être, minimum 1 semaine. Il a toutes les chances de faire une complication du décubitus, on la prévient. On continue son traitement à dose curative, anticoagulant, après avoir réalisé le geste de ponction de biopsie discale. Question 7, une question assez spécifique qui nous permet de faire un petit tour sur l'item de prescription d'une massokinésithérapie. On décide de la prescrire, la massokinésithérapie. On doit décrire ses objectifs, ses moyens et les précautions à respecter. Donc en fait, il y a une conférence de consensus ou une mise au point de la SPILF sur la prise en charge d'une spondylodicite infectieuse. Et là-dedans, ils insistent sur l'axe important qu'est la kinésithérapie dans la prise en charge de la spondylodicite. Et ils expliquent un peu les objectifs, les moyens mis en œuvre et les précautions à prendre, qui est le plan qu'on a repris dans cette question. Donc l'objectif, ils sont assez faciles à trouver. Le patient, il va être allongé, on vient de le dire, c'est important. Il faut prévenir les complications de décubitus. Il a mal et ça marche pour toute prescription de kinésithérapie. C'est tout le temps à visée antalgique, on le lit, visée antalgique. Idem, ça marche pour toute prescription de kinésithérapie. Il y a tout le temps des visées d'entretien musculaire. On fait un entretien musculaire. Et là, par contre, c'est un peu plus spécifique. C'est un des enjeux de la kinésithérapie dans la spondylodicite. Il faut éviter et limiter la déformation en syphose. D'accord ? Donc retenez bien que globalement, ces 3 points-là, limiter les complications de décubitus, l'objectif d'antalgie et l'entretien musculaire, tout particulièrement l'antalgie et l'entretien musculaire, vous pouvez les faire figurer dans à peu près tous vos objectifs de kinésithérapie. Les moyens, donc il y a les moyens spécifiques. Les moyens spécifiques, c'est notamment la reverticalisation progressive sur table de reverticalisation. C'est un des items importants de la kinésithérapie dans la spondylodicite infectieuse. C'est à connaître, on le marque. Le renforcement musculaire des membres, ça fait partie des items aspécifiques que vous mettez dans à peu près toutes vos kinésithérapies. Bon là c'est des membres parce qu'il s'agit d'une atteinte lombaire, mais c'est renforcement musculaire, c'est un point habituel, de même que travail proprioceptif d'ailleurs. Travail fonctionnel, c'est intéressant de le marquer. Il faut que le patient se réhabitue aux transferts et aux actes de la vie quotidienne. Et puis là, je vous ai mis un truc de la conférence de consensus qui est un peu pointu et qui, à mon sens, ne peut pas vraiment être coté. C'est le travail isométrique des spinaux qui est reconnu pour son effet antalgique. Bon, comme ça c'est dit.
Vous le savez, si jamais vous en entendez parler, vous serez content. Mais ce qui est important, c'est surtout ça, la reverticalisation progressive. Celui-ci, il y est tout le temps, le renforcement musculaire, le travail fonctionnel et le travail proprioceptif, vous pouvez à peu près aussi tout le temps les mettre. Enfin, les précautions. On en a déjà parlé dans la question de prise en charge thérapeutique, mais il faut respecter le décubitus strict initial. Il ne faut pas faire de manipulation rachidienne en début de traitement. À noter, il y a déjà eu dans les annales un dossier de spondylolisite infectieuse, qui était d'ailleurs du BK, avec cette fois-ci un tableau de compression médulaire, et il y a eu une question sur la kinésithérapie rachidienne. On vous demandait, vous semble-t-il indiqué de faire de la kinésithérapie rachidienne douce chez ce patient? Non, là il y a absolument, il faut que ce soit bien clair pour vous, là il n'y a absolument pas de trouble neurologique. Donc vous avez le droit de faire de la kiné. Mais si jamais il y a le moindre doute sur une lésion neurologique, il ne faut surtout pas faire de kinésithérapie rachidienne. Il y a un risque d'aggraver la compression médulaire ou le syndrome de la queue de cheval. Donc là, ce n'est pas le cas. Je fais cet aparté au cas où vous ayez un autre dossier de spondylolisite avec une compression médulaire pour que vous ne disiez pas « ouais, cool, je remets tous mes items de kinésithérapie » et que vous ayez un gros zéro à la question grâce à moi. Donc, on reprend. On respecte le décubitus strict initial. On ne manipule pas le rachis pendant les 3 premières semaines. Donc si on le met debout, on travaille avec le corset. S'il est allongé, on travaille sans corset. Je ne mets pas de point pour ça parce que ça devient un peu spécifique. Et surtout, on en parlait, on surveille l'examen neurologique et on contre-indique la kinésithérapie au moindre signe neurologique. Si on lui crée un syndrome de la queue de cheval, c'est quand même assez moche. Donc, 8 jours après le début de votre traitement, et alors que la fièvre s'était amendée depuis 3 jours, vous constatez une réascension thermique associée à une diarrhée glairo-cinquante. Donc, on a été en train d'être efficace, la fièvre s'était amendée, et depuis 3 jours, on constate une réascension thermique. Là, ça c'est une question classique de dossier. Fièvre chez un patient hospitalisé, vous recherchez les étiologies infectieuses, vénite, lymphangite, infection nosocomiale et tout ça. Vous pensez aussi aux autres choses, les fièvres aux antibiotiques et les événements thromboemboliques. Mais ici, on a immédiatement des signes d'appel, une diarrhée gléro-sanglante. Donc, chez ce patient qui a une antibiothérapie à large spectre, on nous demande quel diagnostic on doit évoquer en priorité, comment on le confirme, et on demande de détailler la prise en charge. Rien de bien sorcier. On suspecte bien sûr une colite pseudomembraneuse à Clostridium difficile. Le diagnostic de la colite pseudomembraneuse à Clostridium difficile, il ne se fait pas par coproculture, mais bien par recherche de toxines A et B de Clostridium difficile dans les selles, par méthode ELISA. On peut avoir aussi un intérêt à pratiquer une rectosigmoïdoscopie qui nous permettra de retrouver de fausses membranes, d'où le nom de colite pseudomembraneuse. Elles seront très évocatrices dans ce contexte. La prise en charge d'une colite pseudomembraneuse à Clostridium difficile, c'est bien entendu l'isolement entérique. C'est une maladie qui est transmissible par voie manuportée. C'est l'utilisation de savon pour le lavage des mains. Et ça, c'est une notion à avoir. C'est-à-dire que Clostridium difficile est résistant aux solutions hydroalcooliques. Je crois qu'ils sont que 2 germes, dont lui, je ne me souviens plus de l'autre. Être résistant aux solutions hydroalcooliques, il faut se laver les mains au savon. Normalement, classiquement, devant ce tableau-là, on arrête les antibiotiques qui sont responsables du déséquilibre de la flore intestinale. Ici, ce serait vraiment de la folie. Ça fait à peine 8 jours que le patient est traité pour sa spondylolisite. Il y en a encore pour plus de 2 mois. Donc on n'arrête surtout pas les antibiotiques, tant pis. On rajoute du métronidazole, Péros parce que on veut désinfecter les intestins, ça sert à rien de mettre IV, ça sera très bien Péros, ça va se libérer là où ils sont tous, et ça va les tuer. Donc, en conclusion, c'était un dossier assez classique de spondylolisite infectieuse, avec, comme je vous l'ai dit, le schéma classique, le diagnostic, le bilan simple, l'interprétation de l'imagerie qui est un IRM, et comment on en fait le diagnostic. Ensuite, il y avait des questions de prise en charge plus spécifique, la prise en charge thérapeutique, la prise en charge par la kiné, et une petite ouverture sur une colite à Clostridium difficile.
pour résumer, il y a eu une conférence de consensus qui est intéressante de la SPILF en 2007 sur la spondylodicite. Elle dit les principaux messages. Donc, il s'agit d'une urgence thérapeutique. On l'évoque devant une triade, l'association de signes généraux, avec des douleurs rachidiennes inflammatoires et une raideur rachidienne. À l'examen, il faut toujours penser à pratiquer un examen neurologique, comme on l'a vu en question 1, pour éliminer, selon le niveau lésionnel, une compression médulaire ou un syndrome de la queue de cheval. Les germes, en général incriminés dans les spondylodicites infectieuses, ce sont les pyogènes, surtout le staph et les streptocoques. On en a parlé rapidement, mais je vous rappelle, une ETT sera systématique devant la présence de staph ou de streptocoques. Ensuite, les BGN, Escherichia coli, Pseudomonas, sont quand même plus rares, à mon avis, vous ne les aurez pas en dossier. Par contre, si vous avez un dossier de spondylodicite, même si vous avez un dossier quelconque d'infection ostéo-articulaire chez le drépanocytaire, il faut penser à salmonelle. Je pense que c'est une notion que vous avez déjà. Et en cas de présentation plus subaiguë, c'est avant tout le bacille de Koch qu'il faut évoquer, mais devant un terrain particulier, ça peut faire l'objet d'une maladie professionnelle et d'un dossier transversal. Il faut penser à la brucellose chez un mec, par exemple vétérinaire ou éleveur, en contact rapproché avec les animaux. Je vous rappelle que vous pourrez en faire le diagnostic grâce au sérodiagnostic de Wright, qui sera positif. Enfin, mais ça me paraît moins tombable, chez les ruinomanes, il faut penser à Candida albicans. L'antibiothérapie dans la spondylodicite infectieuse, il faut avant tout avoir la documentation bactériologique. On vient d'en parler, il s'agit d'une urgence diagnostique et non pas d'une urgence thérapeutique. Retenez que c'est une durée prolongée, précisez que c'est à bonne diffusion osseuse. Au passage, les antibiotiques à bonne diffusion osseuse, c'est les quinolones, les furoquinolones, les macrolides, les synergistines, les cyclines et la rifampicine. En première intention, on utilise de la pénième, qui n'est pas vraiment un antibiotique à bonne diffusion osseuse, mais qui a quand même une diffusion correcte, avec un aminoside, la gentamicine. Et si jamais, et ça c'est une notion importante à avoir, si jamais il s'agit d'une spondylodicite secondaire, par exemple à une PL, c'est-à-dire une spondylodicite iatrogène, il faut mettre de la vancomycine. Enfin, dans votre traitement de la spondylodicite, sachez qu'il y aura vraiment énormément de points sur les mesures associées. Énormément de points pour dire immobilisation, corset des décubitus, rééducation, prévention des complications de décubitus et antalgie. Voilà. Donc les items abordés dans cette conférence, c'était l'item 92, infection ostéo-articulaire, discospondylite. L'item 53, principale technique de rééducation et de réadaptation, savoir prescrire la massokinésithérapie. Et l'item 215, rachialgie.